Bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qu'on a vus il y a quelques instants. Alors nous voilà pour un nouveau webinaire sur la relation d'aide et notamment sur les erreurs de communication les plus fréquentes qu'on peut rencontrer. Et surtout, le but de ce webinaire, c'est de savoir comment on peut les éviter. Pour commencer, le webinaire se déroulera 45 minutes, donc de présentation. Et à la fin, nous répondrons à toutes vos questions. Donc, on aura un échange de 15 minutes de questions-réponses. Alors, sachez que vous avez à votre disposition sur YouTube un chat qui vous permet justement de poser toutes vos questions, mais également d'interagir avec nous au fil de l'eau, au fil du webinaire. Alors, la première petite question qu'on souhaite vous poser par rapport à ce webinaire, par rapport à la thématique que nous allons aborder, c'est pour vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre une situation où le bénéficiaire refuse votre aide, par exemple, ou vous ressentez une tension sans comprendre pourquoi? Aussi, si une famille vous fait une remarque difficile, vous a déjà fait une remarque par rapport à votre manière de faire, votre façon d'être aussi, dites-nous tout dans le chat. On serait curieuse de savoir quelles sont les situations que vous avez pu vivre avec les différents bénéficiaires. Tu veux intervenir? En attendant vos réponses, l'objectif du webinaire, donc aujourd'hui, sachez que c'est de repérer les différentes erreurs de communication que l'on peut avoir dans cette profession, donc dans les professions de relations d'aide. Comprendre également pourquoi ces erreurs arrivent, puisque parfois elles peuvent être aussi fréquentes. Et l'objectif aussi du webinaire, c'est de pouvoir aussi adapter sa posture et utiliser des techniques simples et efficaces qu'on va vous délivrer aujourd'hui. Alors pour commencer, on va tout d'abord définir la relation d'aide. La relation d'aide, donc, c'est, dans un premier temps, accompagner une personne dans le respect, dans l'écoute, mais aussi dans la dignité. Mais c'est aussi également, c'est le côté qu'on ne montre pas forcément, c'est aussi un contexte émotionnel qui est fort parce qu'on va toucher à de l'humain et effectivement, on aura cette approche émotionnelle qui va être vraiment importante. C'est aussi une perte d'autonomie parce que ce sont des personnes pour lesquelles vous allez travailler qui auront sûrement des difficultés pour vivre une vie, on va dire, comme les autres, entre guillemets. C'est aussi une fatigue que vous pouvez ressentir, une douleur, mais aussi une peur. Donc, nous allons voir justement comment une communication mal adaptée, ce que ça peut entraîner. Donc, dans un premier temps, ça peut entraîner un refus du soin de la part du bénéficiaire, mais aussi une perte de confiance, une tension ou des tensions avec la famille, et pour finir, un stress professionnel pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce webinaire, on va vous donner les billes pour justement faire en sorte que, et vous dire aussi que ce n'est pas ce que vous dites qui est le problème, mais c'est surtout comment c'est perçu. Et c'est là justement où on va appuyer ce webinaire, c'est là où on va justement aller chercher le fond de la communication dans ce domaine. Alors, nous allons nous présenter avant d'aller plus loin. Donc, France-Lise, vous présenter. Alors, je suis France-Lise Labrana, donc je suis assistante sociale de formation, je suis aussi psychopraticienne, donc j'exerce dans un cabinet de psychothérapie et je fais aussi du coaching. Je fais aussi de l'intervention d'analyse de pratiques professionnelles et je suis aussi consultante en bilan de compétences. Donc, moi, je suis Flora, donc je suis consultante en marketing et communication en santé. Et nous avons toutes les deux, par le biais de nos professions respectives,
monté notre organisme de formation qui est Eiffel Formation. Donc, vous voyez le petit logo. Non, c'est plus par là ou par là. Juste par là. Donc, est-ce que tu... Alors, en fait, l'objectif aussi, c'était de rassembler nos compétences pour pouvoir vraiment vous apporter d'autres compétences complémentaires par rapport à votre profession actuelle, qui est le plus souvent dans la relation d'aide, dans l'accompagnement. En général, vous exercez dans des institutions médico-sociales, dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans le domaine de la santé, comme je le redis, du médico-social, mais aussi à tous les professionnels du bien-être. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous apporter toutes les compétences nécessaires. J'ai envie de dire des fois même réviser ces compétences et aussi pouvoir les questionner au fur et à mesure. Donc, c'est aussi ce qui va vous permettre aussi de vraiment rester dans la vocation de votre métier, de votre, j'ai envie de dire, leitmotiv, dans votre leitmotiv professionnel, voire des fois personnel, et pouvoir exercer dans la continuité les professions pour lesquelles, en fait, vous avez cette vocation. Et vraiment inviter à ce que vous puissiez vous épanouir professionnellement et vraiment aussi dans l'optique de pouvoir accompagner sereinement, de manière positive et vraiment être dans l'accueil de la personne lorsque vous êtes en train de travailler avec elle, de lui apporter tout ce que vous pouvez lui apporter déjà en termes de personne, mais aussi en termes de compétences professionnelles. Et donc, nous allons voir ensemble justement les erreurs les plus fréquentes que l'on peut retrouver dans les métiers de la relation d'aide liés justement à la communication. Alors, la communication est quand même très importante. La communication, j'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre presque. C'est vraiment un outil indispensable, voire l'outil le plus important quand on est dans la relation d'aide ou même professionnellement, quand on accompagne et quand on communique avec quelqu'un. Le fait d'échanger, on est déjà dans un système de communication. Donc, la communication, elle commence déjà par deux personnes pour pouvoir communiquer. Et on peut communiquer avec soi-même, hein, ça aussi c'est possible. C'est aussi ce qu'on va appeler la communication personnelle. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de parler de la communication interpersonnelle, donc c'est-à-dire entre plusieurs personnes. Et pour qu'il y ait une communication, souvent, on va parler de deux personnes. Donc, une personne qui évoque, une personne qui reçoit le message. Donc, et souvent, dans la relation, dans la communication, quand il y a des conflits ou quand il y a des discordes ou même des incompréhensions de langage, souvent, c'est la communication qui est soit mal perçue ou la communication qui peut être mal faite tout simplement, parce que nous n'avons pas les mêmes codes de communication. Et le but justement de ce webinaire, c'est de savoir comment on peut trouver un terrain, enfin, entre guillemets, un terrain d'entente pour que justement on puisse échanger avec l'aider, pour qu'on puisse échanger et trouver ce moyen de pouvoir se comprendre et s'entendre. Alors, l'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de vouloir aller trop vite. Donc, souvent, on prend un exemple, hein, allez, on va se laver maintenant, et on y va, on commence à faire la toilette, etc. Alors, pourquoi c'est problématique? Parce que du coup, on ne respecte pas le rythme de la personne. Donc ça, c'est vraiment primordial, c'est d'aller au rythme de la personne et pas forcément au rythme que vous avez envie d'aller. Quand on est dans des gestes techniques, quand on est dans des gestes du quotidien, dans ce qu'on va appeler les activités de la vie quotidienne, souvent, vous avez un temps horaire. C'est-à-dire que en 30 minutes, vous avez une tâche à faire. En 1 heure, vous devez avoir fait une toilette, par exemple. Là, je parle vraiment dans le cadre des aides à domicile. Ces gestes vont avoir toute leur importance. Le but, c'est de pouvoir expliquer à la personne le geste que vous voulez faire. Lui informer que vous allez faire telle chose à tel moment, ou peut-être lui donner toutes les étapes, en fonction aussi de la compréhension de la personne. Quand on parle de rythme, on va aussi parler de rythme, mais aussi en fonction des pathologies. Parce que vous n'allez pas travailler avec une personne qui a un handicap lourd, voire parfois même les tétras, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir, déjà dans un premier temps, aller aussi vite qu'avec une personne qui a un handicap moteur, on va dire, léger. Donc, c'est vraiment important de bien vérifier le rythme de la personne, de ne pas sous-estimer ce rythme-là
et aussi de prendre en considération le fait qu'elle est aussi actrice, en fait, du geste qu'elle va faire, actrice de son activité du moment. Donc, vraiment, le fait de pouvoir aussi être à l'écoute, mais aussi le fait de voir ce que la personne est en capacité de faire, va permettre, c'est aussi une façon de communiquer. C'est une façon de communiquer avec elle et d'être en relation. Et là, on revient sur la question de la relation, mais d'être en relation avec la personne. Donc, parce que le fait de ne pas respecter ce rythme va aussi générer chez la personne une perte de contrôle. C'est-à-dire c'est aussi lui montrer qu'elle est en difficulté. Qu'elle est en difficulté et qu'elle est en incapacité. Donc, en fait, vous allez inconsciemment, parce que je pense que c'est vraiment ça, inconsciemment, vous allez appuyer sur le fait qu'elle soit invalide, appuyer sur le fait qu'elle soit incapable de faire les choses. Et là, ça va venir aussi rajouter une frustration, rajouter peut-être de la colère sur le fait que vous lui faites voir son incapacité, sa défaillance. Et c'est là où des fois, la communication peut être compliquée parce que on peut être aussi face à l'émotion, la colère, la tristesse, ou sinon même des fois l'abandon en fait de ce qui va être fait au niveau de la tâche, ce qui peut aussi vous compliquer la tâche. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va être primordial d'entendre et peut-être reformuler les choses autrement. Poser la question. Est-ce que vous êtes prêt à vous lever maintenant? Est-ce qu'on peut se mettre en position pour se lever? Et là, vous verrez que la personne, le fait que vous l'interrogez et pas que vous lui imposiez les choses, un rythme qui n'est pas le sien, fait que ça va changer toute la différence. Elle va être actrice de ce qui va se passer pour elle à ce moment-là. Alors, c'est vrai que la position d'être acteur de ce qui se passe et la position passive, c'est vrai que ce sont deux éléments qui sont différents, qu'on ne perçoit pas forcément quand on est dans son activité. On se dit, bon, vite, on va faire la toilette, même si on va le mettre comme ça, on va se mettre comme ça, etc. Mais peut-être que cette personne, même si elle est en incapacité, elle a peut-être aussi justement ce besoin de se sentir tout simplement, comme tu disais, comprise et actrice des différents gestes, de ce qui se passe dans son environnement, tout simplement. La deuxième erreur qui vient aussi compléter la première, c'est donner des ordres sans s'en rendre forcément compte. Alors, on a quelques exemples comme allez, il faut manger. C'est parti, vous devez prendre votre traitement, donc on y va. Et effectivement, ce sont des phrases qui semblent super simples à dire, super anodines, qu'on a l'habitude de dire très, très souvent, dans notre quotidien aussi, peut-être même en famille. Mais le problème, c'est que ça a un impact, et un impact fort quand même. Ça peut être très infantilisant. Très infantilisant parce que quand on donne des ordres, ça nous renvoie aussi à notre éducation. Peut-être que souvent, ça à la personne le choix, tout simplement. Là, effectivement, une tâche bien précise, qu'elle ait envie ou pas de faire, du coup, elle sera dans l'obligation de le faire. On sait très bien que obliger quelqu'un n'est pas non plus concourir à ce qu'elle soit actrice de ce qu'elle fait, mais effectivement, donner des ordres, et c'est vrai qu'encore une fois, c'est dans l'inconscient quand on le fait, souvent, c'est penser faire bien pour la personne. On pense pouvoir la stimuler encore plus. Sauf que finalement, en lui donnant des ordres, peut-être que chez elle, ça va résonner autrement. Donc, elle va forcément, et voire très régulièrement, être dans une sorte de résistance avec vous, inconsciemment aussi, en se disant, pourquoi elle me donne des ordres? Ce n'est pas à elle de me donner des ordres, puisque je sais ce que j'ai à faire, et je le fais si j'en ai envie, ou si j'en ai la possibilité. Ça vient, chez l'autre personne, ça vient vraiment impacter son impuissance. Ça va venir appuyer son impuissance. On en parlait tout à l'heure sur le fait d'appuyer sur le fait que la pathologie est présente, qu'elle est dans l'incapacité et qu'elle ne peut prendre de décision seule, alors que ce n'est pas toujours le cas dans les accompagnements. C'est vraiment important de faire attention à cette notion de donner des ordres, cette notion de pouvoir imposer les choses, puisque effectivement, l'infantilisation, surtout quand vous fonctionnez avec des personnes qui sont adultes, qui sont déjà très mal psychologiquement par rapport à leur pathologie, leur handicap, leur vulnérabilité, leur manque d'autonomie, leur dépendance, ça risque aussi, encore une fois, de bloquer. Le cerveau, il a cette capacité à bloquer les choses. Donc,
Peut-être, encore une fois, en reformulant, ça peut être qu'est-ce qui vous ferait envie? Ou peut-être qu'est-ce que, en disant, c'est qu'est-ce que l'on fait? Lui laisser ce choix. Peut-être que c'est seulement ce qui leur reste pour certains, c'est de faire des choix, de répondre à des décisions, ou en tout cas même de répondre à des propositions. Donc, allez chercher l'adhésion de la personne pour qu'elle puisse vraiment participer avec vous et faciliter tout simplement votre travail, le sien, et que la relation dans l'accompagnement puisse être plus légère. Donc, on va, pour le coup, passer également à la troisième erreur, c'est qui est de ne pas reformuler. Donc, quand on parle. C'est la base de la communication, la reformulation. C'est pour pouvoir, on reformule quand on veut comprendre, quand on veut faire en sorte que son interlocuteur comprenne ce que l'on dit, ou faire en sorte que son interlocuteur ait compris le message qui est passé. En plus que souvent, même si on ne nous dit pas forcément que notre message n'est pas compris, mais souvent, l'interlocuteur va dire « Oui, c'est bon, j'ai compris ». Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Il n'aura rien compris du tout de ce qu'on aura dit. Voilà. Et même quand on a ce type de phrase, l'important serait peut-être d'interroger qu'est-ce que tu as compris, pour savoir qu'est-ce que la personne a vraiment compris par rapport au message que j'ai passé. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ou qu'est-ce que j'ai voulu dire. Et finalement, je pourrais savoir si le message que j'ai fait passer a bien été entendu et compris. Ça va être très important. Alors, les conséquences de ça, c'est que il y a forcément le fait de ne pas reformuler, ça induit des malentendus, ça induit aussi une frustration. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'indiquer, voilà, si je comprends bien, utiliser des formules comme vous voulez dire que, ou des éléments comme ça qui vont permettre à la personne, comme tu l'as dit tout à l'heure, lui demander, oui, si vous dites oui, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qu'on peut faire, ou reprécisez-moi ce que vous avez compris. Quels sont les mots que vous avez gardés en tête. Donc ça, c'est important. Et la quatrième erreur, qui est de minimiser les émotions du patient ou du bénéficiaire par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une personne dans la relation va s'exprimer. Elle va s'exprimer de différentes manières, tout simplement. Ça va être de manière très cordiale. Oui, merci beaucoup, etc. Donc, on va dire de manière très éducationnelle, et c'est OK. D'autres vont l'exprimer d'une autre manière. Ça va être soit par la colère, soit par la frustration, soit par la tristesse, etc., etc. C'est important d'interroger et déjà de visualiser ces émotions. C'est-à-dire, si on voit une personne pleurer, ne dites pas « non, ne pleurez pas ». Quand vous faites ça, ça veut dire que vous minimisez son émotion, vous minimisez ce qu'elle peut ressentir. Et c'est là où ça va être important, puisque peut-être que là, ce qui va être primordial, c'est déjà de nommer les... Peut-être que c'est pas ce qu'elle ressent au fond, parce que des fois, les émotions peuvent être... Mais au moins de nommer et de dire ce que vous voyez. Donc, vous restez vraiment dans les faits. Dire ce que vous voyez. Donc, je vois que vous êtes en colère, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est moi qui fait que vous êtes en colère? Parce que ça peut être aussi quelque chose qui est généré par nous et pour lequel nous n'avons pas conscience, encore une fois. Donc, ça peut être aussi important de se remettre aussi d'une certaine manière en question, mais aussi vraiment de visualiser et de pouvoir nommer cette émotion. Parce que cette personne que vous accompagnez ne sera pas en capacité de le faire si elle passe par cette émotion-là. Et le fait de nommer cette émotion et de voir que vous avez compris et d'accueillir en même temps l'émotion qu'elle ressent, ça va déjà lui permettre de savoir et de se sentir comprise. Comprise dans ce qu'elle peut ressentir. Ça ne veut pas dire partager. Le but, ce n'est pas que vous partagez son émotion, mais que vous compreniez qu'elle ressente cette émotion à ce moment-là et que vous ne la minimisiez pas. Plus vous la minimisez, plus justement, ça peut prendre des proportions. Ou sinon, et quand je dis prendre des proportions, ça peut être soit être de manière un peu extra, un peu grandi dans l'émotion, mais aussi, le cas contraire, une fermeture totale. Donc là, c'est aussi faciliter son travail, faciliter l'accueil de la personne, faciliter aussi la compréhension de la personne
par la reformulation, mais aussi en prenant en compte l'émotion qui va avec. Donc, vraiment être dans cette écoute et dans l'accueil de ce qui peut se passer pour la personne. Donc, on voit la 5e erreur, et la dernière, qui est de ne pas poser de cadre avec les familles. Donc, c'est l'une des situations les plus compliquées. C'est souvent celle qu'on attend le plus quand on travaille dans la relation d'aide. C'est la situation avec la famille et le cadre avec les familles. Alors attention, le cadre, c'est un grand concept. Le cadre, c'est un grand concept et le cadre n'est pas toujours négatif. Le cadre, il est là aussi pour vous protéger, que ce soit en termes d'accompagnant, donc ça peut être aidant familial ou aidant accompagnant salarié, comme peut-être aussi en libéral. Et aussi, ça peut être protéger le bénéficiaire. On parle des familles, mais avant tout, il y a la protection du salarié, la protection de la personne que l'on accompagne et les familles, car elles n'ont pas le même regard que vous. Effectivement, la communication, là, on va la voir sur différents plans. Vous avez votre manière de communiquer, la communication avec la personne que vous accompagnez, mais aussi la communication avec les familles. Ça veut dire que là, déjà, on a 3 points de vue différents. À partir du moment où vous avez ces 3 points de vue différents, vous ne pouvez pas ressentir la même chose et partager les mêmes impressions. Et c'est là où ça va permettre aussi de pouvoir intervention, mais aussi sécuriser aussi ce qui peut se passer. Donc, ça va être aussi poser le cadre, mais ça peut être dans la communication. Voilà, je vous fais un point, telle date, je communique avec vous par téléphone. S'il y a une complémentaire que vous devez avoir, je me permettrai de vous la transmettre, soit par mail, soit sur etc., en fonction de ce que vous aurez mis en place, de votre fonctionnement et de ce que vous aurez convenu avec la famille. Et aussi que si la famille a des difficultés pour X raisons ou a remarqué des choses, qu'elle vous le dise assez rapidement. Puis la famille attend, puis elle récupère des éléments, puis elle récupère des éléments. Et là, effectivement, plus le clash, il est imminent. Et c'est là où c'est compliqué. Le but, ce n'est pas d'aller jusqu'au clash. Donc, et encore une fois, dans cette communication, on va reprendre tous les points qu'on a vus précédemment, avec les différentes erreurs. Servez-vous de tous ces points-là pour pouvoir avoir une communication claire et professionnelle, en prenant en compte l'émotion, voilà, ça peut être la colère de la famille, en prenant en compte aussi ce qui se passe avec la personne, et en prenant aussi en compte la manière de fonctionner. Et ça va être important. Comment la personne est actrice ou pas, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont très passives dans l'accompagnement, mais c'est aussi leur manière d'être, où des fois, elles n'ont pas forcément le choix, j'ai envie de dire, du fait de leur pathologie. Donc, c'est vraiment, servez-vous de tous ces éléments-là pour construire une communication un peu plus claire et professionnelle. Ça va permettre aussi plus il y a un cadre, plus les familles vont se sentir en sécurité. Plus ils savent aussi à qui s'adresser, et plus en même temps, si on reconnaît ses propres erreurs, ça permet aussi de travailler en toute humilité et en toute confiance. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, que ce soit du côté du soignant, que ce soit du côté du bénéficiaire, mais aussi du côté de la famille. Voilà, s'il y a une information qui n'a pas été transmise par la famille, on peut le dire autrement que vous ne m'avez pas dit, de manière agressive, mais par contre, il sera intéressant que pour les prochaines fois, vous puissiez m'informer de telle proposition, de telle information. Donc, voilà. C'est vraiment, le but, c'est de ne pas minimiser ce qui se passe, sans forcément enjoliver la situation, puisque ce n'est pas le but, mais vraiment prendre en compte les faits et prendre en compte aussi l'émotion de la personne en face. Donc maintenant qu'on a vu tous les points de douleur concernant la relation d'aide, en tout cas la communication dans la relation d'aide, nous allons voir du coup les techniques concrètes que l'on peut mettre en place pour justement avoir une communication beaucoup plus claire et beaucoup plus professionnelle. Alors la première technique que l'on va aborder, c'est l'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est un grand concept que tout le monde connaît, mais en même temps que personne ne connaît. Je vais dire comme ça. Puisqu'effectivement, c'est un concept qui a tout son sens, et surtout dans la relation d'aide ou dans l'accompagnement, qui va être primordial.
On vous l'a fait un petit peu en résumé, hein, pour aller sur les points les plus essentiels. Déjà, dans l'écoute active, c'est pas juste l'écoute, les oreilles, c'est aussi regarder. Parce que quand on parle de communication, la communication, elle passe par différents canaux. Donc, dans un premier temps, on va être sur la vue, le fait de regarder. Et regarder, ça va être important parce qu'on sait à qui on s'adresse. On sait aussi, on sait et on est capable de prendre en compte ce que l'autre peut ressentir. On en revient sur la question de l'émotion. Et donc, du coup, ça va être important d'être déjà dans ce point-là. Être dans l'écoute active, le regard. Regarder. Souvent, en communication, nous aussi, dans la communication professionnelle, on dit souvent, oui, vos yeux, ils parlent. Des fois, on n'aura même pas encore parlé que les yeux vont vouloir tout dire. Et donc, c'est pour ça que le regard, il est hyper important. Et on continue aussi avec le fait que c'est important même d'acquiescer. C'est-à-dire, c'est répondre à l'interrogation de l'autre. Que ce soit un OK, que ce soit un oui ou que ce soit un non. C'est-à-dire acquiescer, là on l'a mis un peu en général aussi, c'est-à-dire répondre à la demande. Répondre, pas forcément exécuter, mais répondre à la question, au questionnement qui a été posé, ou sinon au besoin à un moment donné. C'est le repérer, et ça aussi, encore une fois, ça passe par le regard. Et on va finir avec la reformulation. La reformulation, comme on a pu le dire sur les slides précédentes, c'est que la reformulation va permettre de vérifier la compréhension de son interlocuteur par rapport au message que l'on a passé. Et ça, c'est vraiment important et j'insiste beaucoup sur la reformulation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez compris dans ce que j'ai dit? Est-ce que pour vous, c'est toujours OK de faire de telle manière? Est-ce que c'est important pour vous que je fasse de cette manière? Est-ce que si je vous propose telle chose, est-ce que ce serait OK pour vous? Et c'est aussi en même temps aller vérifier la pertinence de ce que vous dites. Et aussi aller vérifier si la personne n'a pas eu d'autres connotations en fonction des mots que vous avez pu utiliser. Parce qu'on utilise des mots, on utilise des termes qui ont des fois des significations différentes pour chacun. Et ça peut être une question d'éducation, mais ça peut être aussi une question de culture, mais aussi une question d'histoire de vie. Des fois, il y a certains mots qu'on ne veut pas entendre. Parce que pour certains, elle aura toute une signification au niveau de son histoire de vie. Peut-être que ce sont des mots qu'on lui a trop répétés ou qui ont une connotation négative. Donc vraiment, la reformulation va permettre d'acquiescer, mais aussi elle va permettre aussi de bien vérifier la compréhension du message. Le deuxième élément, ce sont les questions ouvertes. Donc, les questions ouvertes, comme par exemple, vous avez bien dormi, n'en est pas une. Exactement. Donc, il faudrait tout simplement utiliser des mots comme comment s'est passée votre nuit, où là, justement, on va laisser un champ beaucoup plus ouvert pour pouvoir répondre. Donc là, si on pose la question, vous avez bien dormi, forcément, ça s'arrête à oui ou non. Alors, pour certaines pathologies, ça va être simple. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus complexe. Maintenant, effectivement, ces questions ouvertes vont devoir s'adapter au public que vous accompagnez. Exactement. Donc, effectivement, le fait de dire « vous avez bien dormi », effectivement, pour certains, ça va convenir parce qu'un oui ou un non, que ce soit dans le cadre de la communication non verbale, va suffire. Par contre, comment s'est passée votre nuit va permettre surtout d'engager le dialogue. Et c'est là où vous pouvez aussi intervenir en se disant « ah, vous avez mal passé votre nuit, alors qu'est-ce qui s'est passé ?» Si la personne dit j'ai mal dormi, j'étais sur le côté, j'ai eu mal au bras, ah d'accord, donc elle vous donne des informations supplémentaires. Ça vient aussi créer la relation, ça vient aussi créer un échange et aussi la personne constate et prend en compte le fait que vous prenez soin d'elle, que vous vous préoccupez de ce qu'elle a pu vivre cette nuit-là ou même pour les autres et peut-être que cette question vous permettra d'avoir des informations que vous n'avez jamais eues avant aussi et que finalement elles vont vous permettre de perfectionner votre accompagnement. On peut également, le troisième outil qu'on peut utiliser, c'est adapter son ton. Donc, par exemple, avoir une voix assez calme, peut-être lente pour pouvoir faire en sorte que la compréhension des mots soit mieux entendue et mieux assimilée. Mais aussi, ça peut tout simplement rassurer. Le fait d'avoir un ton calme
d'avoir une diction qui est beaucoup plus lente, ça met une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Alors, c'est vrai que moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, et souvent en analyse de pratique, je leur pose la question, est-ce que vous connaissez la tonalité de votre ton? Je le fais exprès de le dire comme ça. Et souvent, personne ne sait. C'est-à-dire que certains peuvent même me dire, je n'aime pas m'entendre parler. Alors, dites-vous que si déjà vous n'aimez pas vous entendre parler, alors vous pouvez avoir des belles voix, hein, ce n'est pas le souci. Imaginez comment votre interlocuteur, comment la personne à qui vous parlez, peut percevoir, entendre le son de votre voix. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un exercice souvent intéressant à faire, c'est de se dire, est-ce que mon ton peut agacer? Est-ce qu'avoir une voix aiguë, ça peut agacer? Est-ce qu'avoir une voix si calme, même des fois très posée, voire des fois trop posée, peut agacer? Tout va dépendre aussi de votre interlocuteur. Maintenant, ce qu'on va préconiser, effectivement, c'est d'avoir un ton calme. Si vous parlez avec un débit super important, là, c'est sûr que si je vous parle de manière très rapide et que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ça va être très, très compliqué pour vous. Et là, ça va vous demander tellement d'énergie de comprendre que ça se trouve, vous n'aurez même pas retenu le message que je veux faire passer. Un débit lent, ce n'est pas forcément un débit trop lent, mais c'est un débit qui permet à la personne d'avoir toutes les notions, d'entendre tous les mots qui vont être utilisés. D'avoir le temps d'assimiler les mots. Exactement. Et ces mots vont être importants parce que ça va faire partie aussi de la communication, c'est de la compréhension du message. Et ça va être rassurant. Le fait que vous preniez le temps, que la personne puisse comprendre, que vous puissiez articuler, etc. Bon, voilà, il y a plein de techniques, effectivement, pour pouvoir perfectionner son ton, sa voix, et aussi, du coup, pour faire valoir son message. Donc, ça va être rassurant pour la personne, pour qu'elle puisse vraiment comprendre le message. Donc, adapter son ton, ça va être important. Ça va être important dans le sens où si vous êtes tout le temps en train de crier et que vous avez une voix forte, la personne peut se dire « mais je ne suis pas sourde, elle me prend pour qui ?» C'est-à-dire attention à l'effet inverse. Donc, essayez vraiment de trouver le ton adapté. Et encore une fois, je vais peut-être me répéter tout au long des slides. Vraiment, prenez en compte aussi l'environnement et la situation de la personne. Parce que vous allez pouvoir, pour certains, vous allez parler souvent avec des personnes âgées. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je travaillais beaucoup avec des personnes âgées. Donc, à un moment donné, je parlais très fort. Et quand j'arrivais à mon domicile, on me disait « mais pourquoi tu cries ?» Mais en fait, je ne criais pas, pour moi. Mais j'avais tellement pris l'habitude de parler avec des personnes âgées qui avaient des problèmes de surdité que du coup, je me suis tellement adaptée à eux que finalement, j'avais oublié que je devais m'adapter aussi à d'autres personnes. Et c'était intéressant de voir aussi que le ton à ce moment-là n'était pas le même. On pouvait penser que j'étais en colère alors que pas du tout. J'étais justement en train de parler et de m'exprimer tout simplement en prenant le temps, mais avec un ton peut-être un peu trop élevé par rapport à la moyenne, du fait que j'étais habituée à le faire par ailleurs sur le plan professionnel. Donc c'est vraiment un sujet à prendre en compte parce que je trouve qu'il est souvent ignoré à ce moment-là. Et aussi, ce que je veux préciser, c'est que le ton aussi est parfois associé à la vitesse des actions qu'on va vouloir réaliser. Et c'est là où aussi il faut pouvoir dissocier les choses dans le sens où on peut avoir des gestes ou des actions qui vont être rapides, mais il va falloir quand même dissocier notre voix par rapport aux gestes qu'on va pouvoir réaliser. Donc, avoir un ton de voix calme, lent, rassurant, mais tout en travaillant aussi rapidement qu'on a l'habitude de le faire pour aider en tout cas le bénéficiaire. Donc, la quatrième technique que l'on va voir ensemble, c'est la posture. Il y a beaucoup de choses à dire sur la posture. Oui, la posture, c'est très vaste aussi. Hein. Ça peut déjà commencer par la posture, se mettre à la hauteur de la personne. Comme parfois, on peut faire aussi avec les enfants, puisque la relation d'aide, ça va aussi, quel que soit l'âge du public, avec des enfants, quand vous travaillez par exemple en crèche ou autre mode de garde, vous vous mettez à la hauteur de la personne pour qu'elle puisse entendre et visualiser. On parlait du regard à un moment donné. Ça va être important aussi que la personne puisse être dans votre champ de vision.
Si vous lui parlez que vous parlez avec le dos tourné, elle ne peut même pas savoir que c'est à elle que vous vous adressez. Parce qu'elle n'a pas cette visibilité et en même temps, elle ne prend pas en compte ce que vous allez pouvoir dire. L'autre chose concernant la posture, c'est vraiment de respecter l'espace. Alors oui, ça peut être très envahissant d'être toujours collé à la personne ou de lui parler presque à son visage. Alors encore une fois, pour les personnes qui ont des problèmes de surdité et qui ne sont pas appareillées, ça peut être compliqué. Mais certaines personnes ont besoin de respecter cet espace, cette distance. Là, je ne parle pas de distance professionnelle par rapport à ce qu'on a vécu, mais plus la distance vraiment professionnelle sous cercle. Le cercle de sécurité. Le cercle de sécurité. Et c'est un peu son cercle, sa bouffée d'oxygène. Plus vous avancez, plus la personne, elle peut se sentir aussi en danger ou ne pas être en confiance. Donc, et comme encore une fois, souvent, on ne connaît pas l'histoire de vie aussi des personnes. Donc, faites très attention aussi. En tout cas, c'est un conseil que je peux vous donner. Faites très attention justement à cette posture. Effectivement, l'espace, c'est, pour compléter ce que tu dis, c'est, on estime qu'on a un certain degré d'espace, c'est-à-dire que si, par exemple, on a une personne qui est, étrangère à nous, ce qui n'est pas de notre famille ou autre, hein, mais qui vient quand même à notre domicile pour faire les différents soins, faire les différentes activités qu'il y a à faire, on estime que, par exemple, ici, ça va être des gens qui vont être très, très proches. Donc, en général, c'est souvent les enfants. Donc, on accepte qu'ils soient aussi proches de nous, de notre corps. On accepte ça. Mais on a encore d'autres cercles autour, donc qui sont un peu plus loin, où on aura un certain degré d'acceptation, de proximité. Donc, c'est vraiment la proximité par rapport au corps. Donc, c'est ça, respecter l'espace, c'est la proximité par rapport au corps. Et c'est exactement ce qu'il faut jauger et voir ce que aussi le bénéficiaire ressent quand vous vous approchez de lui selon les différents degrés de proximité. Ça, c'est hyper important. Ensuite, dans la posture, on va avoir le langage non verbal. Alors, on parle souvent de communication en parlant du langage, c'est-à-dire la parole, la voix, tout ce qui va sortir de manière orale. Eh bien, non, pas forcément. Il existe aussi le langage non verbal qui va correspondre au message qui est donné par le corps. C'est-à-dire que quand vous regardez une personne et qu'elle fait une mimique particulière, vous pouvez peut-être l'interpréter ou pas en vous disant « Ah mince, elle a grimacé, on dirait qu'elle n'aime pas le repas. » Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Interrogez-la dans ce cas-là. Prenez en compte ce qui se passe dans le langage non verbal, donc ça va être les mimiques, ça va être les gestes, ça va être le comportement, pour pouvoir prendre en compte déjà ce qui se passe pour elle et interroger sur ce qu'elle peut ressentir. Et ne pas être justement dans l'interprétation. Plus vous interprétez, plus la personne aussi peut ne pas être rassurée, parce que l'interprétation aussi peut être fausse. Donc, allez interroger tout simplement la personne en disant, voilà, je vois que vous grimacez, est-ce que c'est en lien avec le repas, est-ce que c'est en lien avec autre chose? Et comme ça peut aussi montrer que vous prenez en compte la personne, que vous faites attention à ce qui se passe pour elle et que ça vous intéresse, tout ce qu'elle peut faire, que ce soit de manière verbale, non verbale, en termes de comportement et aussi par rapport à son espace aussi, si on peut encore le souligner. Tout simplement rester dans l'assurance, la rassurance du bénéficiaire. Donc, par exemple, les phrases clés, c'est « je suis là pour vous aider, on fait ensemble ». Ce sont déjà des phrases qui vont mettre la personne dans l'action, déjà. Donc, on passe de passif à actif. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va permettre aussi d'avoir un échange entre vous et la personne que vous allez aider et accompagner. Et aussi, prenons le temps, là, on va être vraiment dans cette fameuse assurance, ce calme, cette atmosphère, on va dire, chaleureuse, dont aussi ils ont besoin, parce que souvent, ils ont aussi une histoire de vie. Souvent, on voit par rapport à la famille, l'entourage, etc., ou parfois, pour certains, ils sont isolés aussi de leur famille, ils sont seuls et vous êtes la seule personne qu'ils vont voir dans la journée. Donc, voilà, ils ont aussi besoin de ce type de phrases qui vont humaniser, en tout cas, leur journée, si je puis dire ça comme ça. Tout à fait. Vraiment, ce sont des
Là, vous voyez, on n'est pas dans des injonctions. Nous ne sommes pas dans des injonctions, nous sommes dans des phrases, on va dire, plus cordiales, plus positives, plus aussi dans l'acceptation de qui ils sont, qui ils sont devenus. Et aussi prendre en compte, dans ce cas-là, on va parler de son environnement, prendre en compte son environnement. Son environnement, c'est la personne, mais aussi tout ce qui se passe autour pour elle, tout ce qui se passe à l'intérieur aussi pour elle. Et là, c'est le bonus en se disant, bah, on me prend en compte, en fait, dans ce qui se passe. Je ne suis pas juste un geste à faire, je ne suis pas juste une étape, je ne suis pas juste une activité. Non, je suis un humain. On le requalifie la personne, on la réintègre de manière active dans son processus et qui fait que ça ne peut que bien se passer. Même si vous me direz, des fois, j'ai pas le temps, des fois, plus vous prendrez le temps, et prendre le temps, ça ne veut pas dire rallonger le temps. C'est peut-être aussi se dire, bon, il y avait peut-être d'autres tâches à faire, bah tant pis, je ne le ferai pas, mais au moins celle-ci sera bien faite et je n'aurai pas de frustration à supporter. Je ne serai pas face au désaccord, face à la colère, etc. Et vous verrez que les choses peuvent se passer de manière très, très paisible. C'est aller chercher la paix, mais la paix, j'ai envie de dire, de manière très, très sereine pour se dire en paix, prenant le temps de l'écouter, et même des fois en prenant le temps, vous y avez parfois même plus vite. Effectivement. Donc, pour résumer, les erreurs, elles sont normales. Elles viennent du manque d'outils, elles peuvent être corrigées rapidement. Donc, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce webinaire, c'est vous rassurer aussi par rapport à votre pratique et vous dire, ben voilà, il y a des outils, on vous donne ces outils, on vous apprend ces outils, on vous apprend à les mettre en place dans votre quotidien professionnel et de ne pas vous inquiéter. S'il y a eu des erreurs, on peut les partager ensemble et elles sont totalement normales et elles peuvent être corrigées. Alors, en fait, on dit souvent, hein, les erreurs, alors nous, en PNL, hein, je suis quand même formée en PNL, en programmation neurolinguistique, on dit qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Donc, c'est aussi à partir du moment où vous vous êtes rendu compte que là, voilà, j'ai agi de telle manière, j'ai remis en question ma pratique, et ça ne veut pas dire que c'est tellement négatif qu'il faut tout abandonner, mais c'est aussi s'interroger, se dire comment je peux l'améliorer. Donc, et c'est aussi, heureusement, j'ai envie de dire qu'on fait des erreurs parce que sinon, on ne pourrait pas savoir qu'on peut faire autrement. Donc, il n'y a pas d'erreur, il y a des apprentissages. Donc, qu'est-ce que j'apprends de cette erreur? Qu'est-ce que j'apprends de nouveau pour pouvoir améliorer ma pratique professionnelle? Donc, imaginez un instant que vous avez moins de tension dans votre profession, vous avez plus confiance en vous, vous avez plus de sérénité. Et bien, pour aller plus loin, vous avez la possibilité tout simplement de découvrir nos formations sur l'écoute active dans la relation d'aide, donc qui complète ce qu'on vient de voir principalement. Vous avez également avec nous des formations qui vont vous permettre d'apprendre à mieux communiquer et de développer votre leadership. On propose également des formations sur apprendre à mieux communiquer avec des techniques comme la PNL, qui est une technique qui est très intéressante. On aura également une formation sur conforter et incarner son identité professionnelle, comment vous pouvez devenir incarner ce que vous souhaitez montrer professionnellement. On fait également de l'analyse de pratique professionnelle et également des bilans de compétences si vraiment vous voyez que là, vous souhaitez changer de route. Donc, sachez que si vous avez une idée ou un projet concret pour professionnel, nous vous proposons 2 éléments. Un atelier des besoins, donc c'est un atelier collectif qui est dédié au questionnement et à la réflexion, qui est totalement gratuit et qui dure 1h30, où on va justement interroger le collectif pour qu'on puisse créer, pour voir ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire pour concrétiser votre projet professionnel. Et le deuxième volet, c'est la séance de coaching qui est aujourd'hui un tarif de 35 €, qui est un entretien individuel qui va vous permettre d'échanger avec France-Lise sur votre projet personnel et professionnel et pour justement avoir quelque chose de clair, constitué
pour pouvoir aller plus loin dans les formations qui vous seront le plus adaptées par rapport à votre projet. En bonus, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos formations, vous avez le QR code qui est affiché. Vous pouvez également vous inscrire sur notre prochaine newsletter. Donc, on donne énormément d'infos sur nos newsletters. Donc, je vous invite totalement à vous y inscrire. Et également, si ce webinaire vous a plu, et même s'il ne vous a pas plu, vous avez la possibilité de donner votre avis sur notre questionnaire de satisfaction. Ça va nous permettre, nous aussi, de nous améliorer dans notre pratique de communication et de webinaire. Exactement. Et on a, parce que c'est une profession qu'on aime beaucoup, les professions de relations d'aide, parce que voilà, on a aussi un attachement par rapport à cette profession. Notre maman, elle est carrément dedans, donc c'est vrai que du coup, c'est une profession qu'on connaît énormément. On a aussi fait des petits jobs, on va dire, pendant l'été, à l'accompagner sur son lieu de travail pour voir justement en quoi ça consistait, quelles étaient les techniques qu'elle utilisait et qu'elle utilise toujours, et aussi voir comment sont les échanges, comment sont les bénéficiaires. Voilà, c'est une atmosphère qu'on connaît très bien, on a pas mal vécu dedans. Et donc, on a voulu créer un bonus qui est une fiche pratique offerte sur les erreurs de communication à éviter absolument. Donc, ce bonus, je vais vous l'envoyer après le webinaire. Sur ce bonus, vous allez retrouver alors des éléments que vous pouvez garder avec vous. Donc, il est carrément téléchargeable. Vous pouvez vous le garder sur votre téléphone, ce qui va vous servir de technique pour pouvoir, vous pourrez le lire en 30 secondes concrètement. Et ça va vous permettre de vous rappeler des éléments que vous pouvez employer pour pouvoir communiquer au mieux avec les familles, avec les bénéficiaires, pour que tout simplement votre activité se passe bien. Et voilà, le but, c'est que cette fiche pratique devienne un peu votre compagnon pour aller au travail. Super. Tout est dit. Donc, on va passer à la session questions-réponses. Donc, on a 10 petites minutes pour pouvoir y aller. Donc, c'est parti. Donc, on a eu quelques questions qui se sont affichées. Donc, l'une des premières questions, et sachez que vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat. Donc, l'une des premières questions, c'est comment savoir si je communique mal sans m'en rendre compte? Eh bien, alors souvent, vous allez vous en rendre compte parce que vous aurez une réaction en face. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, à qui vous communiquez le message, va en général avoir une réaction. Maintenant, si vous vous posez déjà cette question, c'est parce que vous pensez déjà que vous avez une difficulté ou que vous pensez vous exprimer de manière pas adaptée à votre interlocuteur. Donc, peut-être revoir la scène, revoir aussi ce qui s'est passé pendant cette scène. Voilà, on y prendre le temps d'aller revisiter cette scène et vraiment repérer les éléments qui fait que vous vous posez aujourd'hui cette question. Alors, effectivement, justement, avec le bonus, la fiche pratique que nous avons préparée pour vous, vous avez une petite partie d'auto-évaluation qui vous permet justement de vous resituer à tout ça, par rapport aux situations que vous aurez vécues ou que vous avez vécues, et pour trouver de nouvelles solutions, justement. Donc, la deuxième question, que faire quand un bénéficiaire se braque ou refuse ce que je propose? Déjà, c'est important. Il faut se dire que c'est le genre de situation que vous allez rencontrer régulièrement. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les personnes ont le droit de refuser. Maintenant, c'est aussi par rapport à soi-même, comment on est en capacité, j'ai envie de dire, d'accepter le refus. Puisque des fois, on n'aime pas être confronté à un refus. Puisqu'on se dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais ça, encore une fois, c'est dans vos codes à vous. La personne, s'il y a un refus, peut-être déjà aller chercher à comprendre quel est le refus. Questionner ce refus. Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans le refus? Posez-lui la question. Et puis aller chercher avec elle et peut-être lui proposer ou lui demander comment elle-même aurait voulu faire autrement. Donc, vraiment, la remettre dans ce cas, dans une situation un peu plus active, actrice de ce qui se passe pour elle. Ça va permettre en plus de désamorcer à chaque fois la situation en posant des questions. Vous allez à chaque fois désamorcer la situation
Et du coup, au final, la personne va adhérer finalement à ce que vous allez lui proposer. Et aussi, l'élément principal, déjà, si une personne vous met un refus, c'est déjà de rester calme. Ça, c'est hyper important, de ne pas tout de suite vous braquer, de prendre un temps de recul, de prendre une bonne respiration avant, si vous avez un tempérament assez voilà, push, n'hésitez pas à prendre une respiration, à rester calme et professionnel. Et vous allez voir, tout va bien se passer et re-questionner tout ça et pour désamorcer à chaque fois les petits éléments de blocage. La troisième question, c'est comment mieux communiquer avec les familles qui sont parfois exigeantes ou stressées. Comment mieux communiquer? C'est déjà chercher la source de stress, en fait. C'est qu'est-ce qui fait qu'elles sont stressées? Et encore une fois, rien que l'écoute active peut déjà désamorcer énormément de choses. C'est encore des techniques qui s'apprennent. D'ailleurs, dans la formation, on va vraiment aller chercher un petit peu, on va aller proposer toutes ces techniques. On va aller aussi questionner qu'est-ce que l'écoute active. Et c'est pour ça que ça va être très important de vraiment être dans l'écoute. Être dans l'écoute. Des fois, on n'a pas de solution. Et ça peut arriver. Mais en même temps, c'est rien que le fait d'écouter, vous avez déjà fait presque 90% du boulot. Les familles ont aussi besoin d'être prises en compte, ont aussi besoin d'être écoutées et d'être comprises aussi dans ce qu'elles vivent, elles, à part entière. Et ça, c'est surtout important de ne pas l'oublier. Une autre petite question, est-ce que vous proposez une formation plus complète pour aller plus loin? Alors oui, comme on l'a pu l'expliquer tout à l'heure ou le montrer, donc on a effectivement différents types de formations qui sont proposées. Alors on fait aussi des formations personnalisées, donc ça en fonction aussi de vos besoins et autres. Il y a aussi la gestion des conflits, comment gagner en assurance. Voilà, c'est vraiment déjà savoir quel est votre besoin. Et c'est pour ça que l'atelier des besoins a tout son sens, ou en tout cas la séance de coaching, c'est vraiment pour aller voir si on est en capacité de répondre à vos propres besoins par rapport à ce que vous recherchez. Parce qu'il existe une multitude de formations. Maintenant, nous animons nos formations de cette autre manière, puisque c'est aussi notre expertise terrain qui fait que on a mis certains items, certaines notions importantes dans nos formations. Maintenant, des fois, il peut y avoir, quand vous allez pouvoir consulter sur notre site internet les différentes formations, vous allez voir aussi qu'il y a quand même une sorte de logique dans les formations. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, finalement, c'est comme des modules de formation que vous pouvez faire pour pouvoir compléter à chaque fois vos compétences, pour pouvoir compléter, pour pouvoir aussi renforcer vos compétences professionnelles aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller moduler, aller récupérer, aller prendre en compte et récupérer aussi les différentes formations que l'on propose. En sachant que nos formations, elles sont réalisables en ligne, donc on fait en distanciel, nos formations en présentiel aussi, et souvent le niveau il est accessible, il n'y a pas de niveau forcément pour des formations, ou s'il y a des niveaux, c'est précisé, mais on va du débutant à l'intermédiaire ou à l'expert pour certaines formations, mais souvent on précise le niveau qui est accessible. Et souvent, vous avez des résultats immédiats si vous mettez en place directement les éléments que vous voyez en formation sur votre lieu de travail. Vous allez voir que c'est hyper pratico-pratique. Donc, ce que je vais rajouter avant de terminer, c'est vraiment, quand je parlais tout à l'heure de logique de formation, nous proposons déjà des formations avec des modules pour tout ce qui concerne le développement personnel. Ensuite, on va vous proposer des modules de formation sur le développement professionnel, le développement de compétences, et aussi, par la suite, après, le développement pour certains de votre activité par le biais du renforcement du développement par le marketing, la communication par les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, il y a toute une continuité aussi dans ce qu'on va proposer. Et donc, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? À voir. On va récupérer une des dernières qui peut être intéressante pour tout le monde. Comment accéder à l'information? Dans ce cas, nous contacter, participer à l'atelier de besoins.
Alors, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous inscrire. De toute façon, vous êtes déjà inscrit pour pouvoir participer au webinaire. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de la rediffusion, ou en tout cas du lien pour pouvoir y accéder. Et ensuite, vous pouvez tout à fait nous envoyer un message ou un mail ou même sur LinkedIn, voilà, parce que nous sommes sur les différents réseaux sociaux, pour pouvoir vous inscrire à l'atelier des besoins. Et très prochainement, puisqu'on a déjà certaines personnes qui sont intéressées, nous allons pouvoir vous donner une date pour l'atelier des besoins. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous donner des dates assez rapidement pour que vous puissiez aussi définir votre besoin et ensuite voir quelles sont les formations qui vous intéressent. Eh bien, je crois que nous avons tout dit. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais j'ai été ravie d'animer ce webinaire. Eh bien, moi aussi, c'est vraiment un webinaire que j'ai beaucoup apprécié. C'est une thématique qui me tient à cœur. J'aime bien, puisque ça parle communication, bien sûr. Et accompagnement. Et accompagnement. Eh bien, nous vous remercions en tout cas d'avoir assisté à notre webinaire. Nous vous proposerons donc très prochainement, comme disait Francis, les dates pour l'atelier des besoins. Aussi, vous recevrez par mail notre newsletter. Pensez à vous inscrire. Pensez également à répondre au questionnaire de satisfaction. Ça va nous permettre à nous de nous améliorer également pour les prochains webinaires. Et également, n'hésitez pas à aller visionner, à aller voir nos différentes formations qui sont présentes sur notre site internet. Donc, nous, on vous dit à très bientôt et merci encore d'avoir été présents. Et prenez soin de vous. Bonne soirée.